Merci beaucoup, merci pour l'invitation et merci pour l'opportunité de parler de ce sujet spécifique. Ça m'a forcé à me concentrer sur ça d'une façon plus définitive que ce que je n'avais fait jusqu'à maintenant. Alors, ok, on reste dans le même sujet, on change de pays, mais en fait, c'est pas tellement une question de pays, c'est une approche différente, c'est un contexte différent, c'est un contexte de reconnaissance par les cours supérieurs en Inde. C'est aussi un contexte qui est très différent de ce dont on peut parler dans le reste du monde, dans le sens qu'il y a cette reconnaissance qui met en place un cadre fort sur la religion plutôt que sur les aspects écocentriques qui souvent sont à la base des discussions sur les droits de la nature. Donc, en fait, je ne suis pas sûr qu'on peut encore déjà parler d'effectivité, d'une part parce que les décisions dont je vais parler là, elles sont en attente d'une résolution finale à la Cour suprême, mais aussi parce que c'est plutôt en termes d'un discours nouveau qui est en développement et qui reflète d'autres choses, d'autres développements en Inde. Alors, juste pour commencer et pour donner un bref contexte, ok, je pense que pour beaucoup de gens, c'est rien de particulièrement nouveau, mais enfin, il faut peut-être leur dire. Le Gange, enfin, la Yamuna est un affluent du Gange, donc on peut parler du Gange, ça suffit, mais évidemment, les décisions sont sur les deux rivières, donc on peut le distinguer aussi. Sont toutes deux des rivières qui sont dans un état catastrophique au moment où elles arrivent dans les plaines, et les plaines qui vont jusqu'au Bangladesh, jusqu'à la mer. Au niveau de l'Uttarakhand, qui est l'État où ont été prises les décisions, alors on a la vision idyllique, peut-être que j'ai juste mis deux photos, beaucoup moins que Sacha, pour vous donner une vague idée de de quoi on parle. Au niveau de la montagne, il y a la vision idyllique qui reste, mais la vision idyllique est bien sûr entachée de barrages de plus en plus importants et nombreux, à part des tas d'autres interventions de développement qui peuvent souiller cette image idyllique. Au niveau de la situation dans les plaines, qui est évidemment là où les centaines de millions de gens qui dépendent du fleuve vivent, c'est catastrophique et de plus en plus catastrophique, plus ou moins plus on avance vers Calcutta ou vers le Bangladesh. Alors évidemment, ces deux rivières sont d'une importance extrême du point de vue écologique, parce que contrairement au Wanganui, dans ce sens-là, c'est des fleuves monstres, enfin c'est des rivières monstres, même la Yamuna. La Yamuna peut-être est importante aussi parce que c'est la rivière qui passe par Delhi, et Delhi transforme la rivière en un égout. Un égout qui évidemment se régénère progressivement avant de rejoindre le Gange. Mais donc on a des villes très importantes sur le cours de ces rivières. C'est pas de ça qu'on parle quand les juges qui prennent ces décisions qu'on a là jusqu'à maintenant, évidemment, après ça ira à la Cour suprême, discutent de ces rivières. Donc, ok, il y a une importance écologique, une importance sociale et de développement pour les centaines de millions de gens qui vivent dans le bassin. L'importance économique, ça comprend le gagne-pain individuel autant que les interventions structurelles comme que ce soit les barrages, les industries, les tanneries qui ont été l'objet de beaucoup de discussions depuis des décennies parce qu'elles causaient beaucoup de pollution dans les années jusqu'aux années 80 en tout cas. Ensuite, il y a aussi l'importance culturelle et religieuse. J'ai mis culturelle avant religieuse, même si c'est la dimension religieuse qui est mise en avant le plus souvent, parce qu'en fait, ça n'est pas que religieux et ce n'est pas qu'une seule religion. J'y reviendrai dans quelques minutes. Finalement, il y a aussi des questions de juridiction, qui est une des raisons pour laquelle le cas a été envoyé à la Cour suprême. C'est que l'État de l'Uttarakhand n'est qu'un des nombreux États indiens par lequel le fleuve, le Gange et la Yamuna passent. Et en plus, il y a la question du Bangladesh qui transforme ça en une question internationale. Donc, évidemment, droit de la nature au niveau d'un État, au niveau de tous les États d'un État fédéral, dans ce cas-là. Mais évidemment, ça ne sert à rien de le faire si on ne prend pas en compte les dimensions internationales. Ça serait peut-être encore plus intéressant si c'était l'Indus, où il y aurait la Chine, le Pakistan et l'Inde en même temps, dans le sens de nous forcer à la réflexion internationale. OK. Alors, avant de passer aux décisions, je pensais que ça valait la peine de juste vous donner une idée de
du cadre dans lequel ces décisions interviennent, dans le sens qu'on ne part pas de zéro. Alors, dans le cadre précédent, il y a un cadre historique qui nous amène au traité et à la loi. Ici, en fait, il y a un développement, je me suis concentré sur le développement en termes d'environnement, un développement de contexte de droit de l'environnement qui est très important et qui amène à ce qu'on a aujourd'hui dans ces décisions. Alors d'abord, on a des tas de lois environnementales qui existent, comme ici j'ai mentionné le Water Act. C'est juste aussi pour mentionner, on parle d'eau, donc il y a une législation sur l'eau en Inde, mais qui en fait, enfin qui s'appelle le Water Act, mais qui en fait est une législation environnementale et pas sur l'eau, et les deux champs sont complètement distincts, malheureusement jusqu'à maintenant. On a aussi eu des interventions de la Cour suprême qui sont probablement plus importantes d'un certain côté que les interventions du législateur. L'introduction de ce concept de public trust, dont j'oublie toujours ce qu'on peut dire en français, curateur public, quelque chose comme ça, je crois que j'ai vu qu'en tout cas au Québec, c'est un terme qui est utilisé, mais c'est probablement du franglais plus qu'une notion directe. Mais enfin, c'est l'idée d'un gardien pour l'environnement. Deuxième chose, c'est la reconnaissance du droit humain à l'eau depuis le début des années 90. Donc, c'est des choses qui sont bien ancrées dans le paysage juridique et qui sont non contestées. Ça ne veut pas dire qu'elles sont effectives ou bien mises en œuvre, mais qui sont non contestées en tant que principe. Au niveau du Gange, ça fait des décennies qu'on sait que la situation est catastrophique, qu'on sait, c'est-à-dire y compris au niveau du gouvernement et du gouvernement central, là, pas seulement de l'Uttarakhand. Et il y a eu des initiatives de politique générale, des instances institutionnelles qui ont été créées pour spécifiquement prendre en compte la situation du Gange, beaucoup plus que pour d'autres rivières, en particulier, entre autres pour son importance sociale, économique et culturelle par rapport à d'autres fleuves ou rivières. Et il y a aussi eu des investissements énormes de la Banque mondiale, donc, y compris internationaux. Donc là, on a quelques éléments internationaux qui pèsent aussi, en plus des interventions, enfin des financements au niveau local ou national qui ont été faits. Tous ces financements, en fait, et toutes ces interventions continuent, recommencent quelques années plus tard. Il y a un cycle déjà depuis plusieurs décennies. On est dans un cycle où on espère que les choses avancent, savoir si ça va avancer vraiment ou pas, est probablement une des questions qui fait réagir les juges en 2017 dans le cadre qui nous intéresse ici. Mais la situation actuelle est catastrophique, ça c'est probablement que tout le monde le reconnaît dans ce sens-là. Quelles sont les décisions qu'on a et pourquoi? Donc, ces deux décisions, une, je ne vais pas aller dans les détails, mais c'est une spécifiquement sur les rivières, le Gange et la Yamuna, une qui souvent est résumée comme étant la décision sur les glaciers, qui en fait étend la protection des rivières à tous les éléments annexes, y compris donc, les glaciers, la terre, les forêts, les sources, toutes les sources de ces rivières, qui en fait rend la chose beaucoup plus intéressante, même si on parle souvent que de la première décision sur le Gange et la Yamuna. La raison qui a été donnée par les juges pour ces deux décisions, c'est la situation catastrophique. Donc c'est bien le côté environnemental ou écocentrique dans ce sens-là qui justifie, on nous dit, qui justifie la décision. Mais en même temps, la justification effective pour donner des droits à ces deux rivières, c'est les considérations religieuses, spécifiquement pour la religion hindoue, j'y reviendrai dans une minute, qui offrent la structure ou la base effective de la protection qui est offerte. C'est aussi en partie parce que la personnalité juridique a déjà été donnée à des idoles hindoues depuis de nombreuses décennies et que ça permet aux juges de lier le côté religieux de la rivière avec la personnalité juridique pour des entités non humaines. Il y a aussi dans ces décisions, pas au même endroit, ce n'est pas tout à fait clair comment les choses se relient ou peuvent être liées conceptuellement, une reconnaissance que ces rivières sont extrêmement importantes pour le développement durable ou pas, ça c'est une autre question, mais il est question par exemple d'irrigation et d'hydroélectricité qui sont parmi les préoccupations importantes à présent.
La façon dont la personnalité juridique est de la façon dont les juges donnent une personnalité, une face humaine à ces rivières et en nous donnant, en offrant des fonctionnaires du gouvernement comme face humaine, c'est donc beaucoup moins complexe que ce qu'on a en Nouvelle-Zélande. C'est une des raisons pour laquelle les décisions n'ont pas passé du premier coup. D'une part parce que ces fonctionnaires sont probablement pas à même de prendre les fonctions qu'on leur a données, d'autre part parce qu'ils ne veulent pas ces impositions supplémentaires de devoirs par rapport à la nature et aux populations humaines. Donc, comme j'ai déjà mentionné, ces deux décisions sont en appel à la Cour suprême depuis 2017. Il n'y a pas encore de progrès, mais ça, c'est normal, ça fait partie du processus. Alors, je ne sais pas que j'aurai juste le temps. Les trois choses que j'aimerais faire, c'est juste prendre quelques éléments de ces décisions pour animer la discussion plus tard. La première chose qui me semble qu'on voit dans ces décisions, c'est que plutôt que cette opposition entre écocentrisme et anthropocentrisme dont on parle beaucoup en termes de droit de la nature, ici on a beaucoup plus une reconnaissance du fait que les rivières dont on parle tombent dans un contexte social, culturel et religieux si on veut, mais les humains vivent dans ces rivières. Évidemment, dans un contexte comme l'Inde, ce n'est pas possible de faire autrement. Dans le contexte du Gange en particulier, ce ne serait probablement pas possible de faire autrement. Mais c'est aussi une reconnaissance pragmatique du fait qu'on ne peut pas avoir une vision purement écocentrique de la protection de ces rivières. Il y a de plus une considération des personnes qui vivent dans le contexte. Et ça, je ne vais pas aller en détail, mais j'ai juste marqué ici qu'on parle des mendiants. On parle spécifiquement des mendiants sur les grattes, donc les escaliers qui mènent à la rivière. Et là, il y a une mention spécifique que ces mendiants contribuent à la pollution. Ça, ce n'est pas particulier. On a beaucoup de cas où les pauvres sont ceux dont on nous dit qu'ils contribuent à la pollution des rivières ou de l'environnement. Et il faut donc les enlever. Par contre, il y a aussi des habitants de la région des bassins de la Yamuna et du Gange dont on dit qu'on peut les coopter dans la gestion de la face humaine de ces deux rivières. Donc il y a différents niveaux auxquels les populations humaines sont reconnues. Clairement, il y a des questions d'inégalité et d'inéquité qui entrent en compte, qui doivent être discutées beaucoup plus en détail. La question de la religion est très compliquée, aussi un peu controversée à l'heure actuelle, comme probablement beaucoup d'entre vous le savent. Donc, il est logique, dans un pays où 80% de la population est hindoue, que la rivière, qui est le fleuve qui est le plus sacré, soit liée à la religion. Mais évidemment, pour donner juste un exemple, c'est un fleuve qui aussi finit au Bangladesh, en partie. Donc, évidemment, ce n'est pas que pour les hindous que ces rivières sont très importantes. Par ailleurs, il est clair en pratique de ce qu'on sait, mais évidemment, on parle de centaines de millions de personnes, donc personne n'a jamais fait ça en détail, que ce qui est plus important, c'est les considérations de gagne-pain au niveau individuel, au jour le jour, que les questions religieuses, si on devait vraiment mettre des priorités. Donc, on en retourne peut-être à des questions de droits fondamentaux humains plus que naturels dans ce sens-là, qui peut-être priment sur les considérations religieuses et ou écologiques. Donc, vraiment, on parle de différentes choses, même si la décision essaye de nous dire que c'est tout pour la religion. Clairement, il y a beaucoup d'autres choses. Et en plus, ça voudrait dire qu'on ne prend pas en compte les minorités. Alors, ce qui est très intéressant, évidemment, dans ce cas-là, c'est que très souvent, les questions de droits de nature, on nous dit que c'est les populations autochtones, donc les minorités dans les pays qui sont protégés à travers ces droits ou dont on reflète leur conception de la nature. Ici, on a tout l'inverse. Et on a l'inverse dans un sens qui aussi semble exclure certaines minorités et où, admettons, même si on enlève le côté musulman pour l'Inde, et où le problème du fait que le Bangladesh est un État musulman dans ce sens-là. Maintenant, au niveau de la question du visage humain de la rivière, donc, comme en fait j'ai déjà mentionné, les fonctionnaires qui ont été mis en place ne peuvent pas faire leur travail, enfin je veux dire, on estime qu'ils ne peuvent pas faire leur travail parce que c'est les mêmes fonctionnaires qui, jusqu'à maintenant, ont mis en œuvre les droits de l'environnement, enfin,
les législations concernant l'environnement, la protection de l'environnement et sur l'eau. Donc évidemment, ça ne suffit pas juste de leur dire qu'ils sont maintenant la face humaine de la rivière pour que leur comportement institutionnel change. Alors, il y a un autre problème, c'est qu'en fait, on a déjà des instruments qui nous permettraient de faire plus ou moins la même chose. Et ça, c'est une chose probablement qu'on a dans d'autres pays aussi. Ici, de nouveau, c'est pour ça que j'ai introduit cette notion de public trust avant. Le gouvernement, depuis 1996, est déjà le public trustee, donc le gardien des eaux de surface spécifiquement et de l'environnement plus général. Mais la première décision de la Cour suprême était justement sur des rivières. Le problème, c'est que 25 ans plus tard, il n'y a aucune législation qui a défini ce que ça veut dire d'être un public trustee, que ce soit au niveau de l'État fédéral ou au niveau des États, et que personne ne s'y est mis, en fait. Donc, le principe est bien établi. Les juristes comme nous peuvent se réjouir du fait qu'on a des dizaines de décisions de différentes cours qui nous répètent que l'environnement est protégé par le public trust. En pratique, effectivement, plus ou moins, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire dans le sens qu'il n'y a aucune effectivité à cette notion et ce n'est pas une notion que personne ne comprend au-delà des cercles restreints des juristes. D'autre part, il y a aussi la question du fait que la complexité d'un fleuve comme le Gange ne peut pas être gérée uniquement par 2-3 fonctionnaires, comme c'est prévu dans une des décisions, à part le fait qu'il faudrait que ça soit fait à un niveau à différents niveaux au même moment, c'est-à-dire commencer par le niveau local et continuer jusqu'au niveau fédéral, peut-être au niveau international aussi, si on inclut le Bangladesh à un moment ou à un autre. Donc, visiblement, ce n'est pas qu'on est démunis en termes de rendre ces droits de la nature effectifs, s'ils existent, c'est peut-être d'autres problèmes qu'il faut résoudre d'abord en termes de l'agenda environnemental en tant que tel. Donc il y a visiblement d'autres considérations qui viennent. Peut-être qu'on ajoute une couche sur quelque chose qui est déjà existante, mais qui a besoin d'être rendu plus effectif. Ok, j'ai juste mentionné là aussi on peut aussi passer par le biais des générations futures pour probablement faire quelque chose de relativement similaire. J'ai encore 2 minutes. Un autre aspect, c'est un aspect que j'ai entendu pas mal de gens en parler, donc je pense que ça va revenir dans la discussion, c'est l'opposition droit et devoir. Donc on a parlé beaucoup de droit ce matin. Ici, donc, on parle de droit de la nature, ce qui voudrait dire devoir d'autres, mais en fait, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le problème, et c'est spécifique en Inde, mais c'est un problème un peu plus général qu'on voit arriver dans d'autres contextes, c'est qu'il y a de plus en plus une idée qu'il y a des devoirs des individus plutôt que des droits fondamentaux. Droits humains contre devoirs humains fondamentaux. En Inde spécifiquement, la Constitution reconnaît des devoirs des individus concernant l'environnement, concernant la protection de l'environnement. Et ce qui devient intéressant, c'est de savoir si les devoirs sont plus importants que les droits, ce qui est de plus en plus une considération importante en pratique au vu de ce qu'on voit des développements politiques et juridiques qu'on a. Donc, c'est vraiment difficile de parler simplement de devoirs et de droits, surtout que dans le cas de ces décisions, on nous dit au départ que ces droits de la nature sont des droits fondamentaux équivalents, plus ou moins équivalents aux droits fondamentaux, c'est-à-dire aux droits humains, vu que c'est le langage utilisé en Inde pour parler des droits de l'homme. S'ils sont équivalents, ça veut aussi dire que les devoirs seront équivalents, les devoirs constitutionnels qui existent déjà. Donc je parle d'une situation où la Constitution reconnaît ses devoirs déjà depuis les années 70. Donc c'est rien de nouveau, mais c'est quelque chose qui se développe, qui s'est développé relativement lentement. Par ailleurs, il y a aussi cette question très importante, je crois qu'il faudra qu'on discute à un moment ou à un autre, c'est le fait qu'on parle que d'État et d'individus, ou peut-être de communautés autochtones. On ne parle pas du secteur privé. Au bout du compte, les activités de développement qui causent la pollution très importante de ces fleuves, évidemment, ce n'est pas les seuls, hein, mais dans cet exemple particulier, est le fait, pour la plupart des cas, d'intervention du secteur privé. Il y a donc une question de différents acteurs et comment est-ce qu'on implique les différents acteurs dans la réalisation des droits de la nature. Cet équilibre, visiblement, on ne l'a pas encore trouvé, en tout cas dans ce cas-là, il n'a pas été trouvé du tout. Pour finir, juste trois idées pour lancer la discussion plus loin. Si on a des droits des rivières ou des droits de la nature plus généralement,
Ça nous permet, dans le contexte de l'Inde spécifiquement, mais il y a beaucoup de pays qui suivent le même modèle, de repenser la structure d'accès à l'eau qui est liée au droit à la terre ou au droit de propriété. Malgré qu'on nous dise depuis des décennies et des siècles que l'eau est tellement particulière qu'on doit avoir un régime juridique différent, en fait, en pratique, même si on a un droit de l'homme à l'eau, un droit fondamental à l'eau, de l'autre côté, ce qui compte vraiment en pratique, c'est l'accès à l'eau à travers le droit à la terre. Et le droit à la terre, il comprend le droit à l'accès aux rivières aussi. Donc évidemment, on est en plein là-dedans. La deuxième chose que les droits de la nature nous permettent de faire, c'est de repenser, en bref, le concept de développement durable. Mais, contrairement à, je crois, souvent ce dont on nous parle, qui est principalement l'opposition écocentrique, anthropocentrique, je crois qu'on est toujours dans la même dynamique. Il y a la nature, la société, l'économie. La grande différence avec le développement durable, c'est qu'ici, on a clairement la nature en première priorité, plutôt qu'en modèle d'intégration, comme on a eu depuis des décennies avec le développement durable. Finalement, s'il y a une chose que ces questions de droit des rivières ou droit de la nature nous permettent de repenser, c'est l'importance qu'on a donnée depuis les années 70 ou même avant aux données scientifiques comme étant la base de la réglementation environnementale. Donc, ce n'est pas du tout pour dire qu'on veut déplacer l'un pour remplacer quelque chose, mais pour ajouter une couche qui nous permet de reconnaître que les considérations locales, les considérations culturelles, peut-être religieuses, ça peut être à discuter, mais en tout cas locales, sociales, culturelles, sont aussi des éléments qu'on veut pouvoir prendre en compte en termes de développement du droit de l'environnement ou de l'eau. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe. Je soulignerai une chose parce que ça fait un lien avec ce dont on a discuté ce matin. Je crois que c'est dans ton papier où tu dis que le juge indien, finalement, a entendu parler de la législation en Nouvelle-Zélande. Ah oui, bien sûr, ça j'ai oublié de dire. Oui, c'est pas du tout comme ça. En fait, c'est l'avocat qui a entendu parler de ce qui se passait en Nouvelle-Zélande. Voilà, donc l'avocat entend parler... Donc c'est bien Wanganui d'abord. Mais la loi, la première indienne et la loi Théotapa sont votées le même jour, pourtant. Non, c'est 10 jours après, c'est une semaine après. C'est vraiment très proche. Ouais. Donc ce que l'on a appelé la fertilisation croisée, finalement, elle joue aussi avec les médias et ça peut rendre service pour la créativité judiciaire. Voilà, je te remercie. Donc, je vais maintenant donner la parole à Mele Matslu, qui est professeure à Keele University, et je suis très contente qu'elle ait pu être avec nous aujourd'hui. Elle a la grande responsabilité de nous dire, finalement, est-ce qu'on peut transposer ces initiatives de reconnaissance des droits de la nature au plan international ?